Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je suis Arnaud Crouzet, vice-président consulting chez FIM. Et je vais avoir le plaisir d'accueillir un panel d'experts sur un sujet qui est extrêmement intéressant et qui est un sujet d'actualité. C'est comment améliorer l'expérience utilisateur, comment améliorer la fraude, quelque part comment améliorer le frictionness dans tout ça. Juste rapidement, quelques mots sur FIM. Nous sommes un cabinet de consulting présent au niveau international avec une vraie particularité, c'est que nous avons également des activités de test et de laboratoire. Nous travaillons avec l'ensemble des acteurs de la chaîne des paiements, les réseaux de cartes, les banques, les vendors, les industriels, les commerçants au niveau international et de façon totalement neutre. Donc nous fournissons différents types de services et notamment de consulting dans l'optique de répondre à des besoins métiers, des besoins concrets, des besoins clients. Ayant ces activités de test et de certification, ça nous permet également d'avoir une très bonne visibilité de comment les paiements évoluent au niveau international et de prendre de l'avance également. Avant qu'une solution soit commercialisée, il faut d'abord la tester et la certifier, qu'on est au courant de ce qui est en train d'arriver sur le domaine des paiements, avec des experts capables de rentrer dans les détails du détail, ce qui nous donne beaucoup plus de pertinence aussi sur nos activités de conseil en amont. Nous parlons souvent des paiements et en fait un des points qui est important aussi, c'est qu'on voit l'évolution du domaine des paiements au sens très large du terme, et notamment des paiements qui deviennent de plus en plus digitaux. Donc je vais demander à Edouard de pouvoir nous en dire un peu plus sur ces paiements digitaux. Bonjour, donc Edouard Barouin, je suis directeur au sein de FIM Consulting. Donc on va faire juste une petite partie introductive sur quelques chiffres, juste pour présenter un peu le contexte dans lequel on fait aujourd'hui cet événement. Donc aujourd'hui, les chiffres sont assez impressionnants sur le e-commerce, parce que donc il y a une étude récente qui a montré que sur les 6 derniers mois, il y a déjà 50% des gens qui ont changé leurs habitudes d'achat et qui consomment plus en e-commerce. Donc ça, c'est le premier chiffre. Deuxième dont on voulait vous parler, c'est que la progression en e-commerce en France, elle est de 14% sur 2022. Troisième chiffre qui s'affiche, on est à quasiment 147 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec une progression de 7% sur le panier moyen. Et dernier chiffre, c'est 2,3 milliards de transactions en 2022. Juste pour information, les choses qui marchent très bien en ce moment, c'est les marketplaces, les ventes dans le milieu de la mode et le seconde main. Donc ça, c'est vraiment les grosses tendances qui poussent en ce moment cette forte croissance. Donc on voit que les consommateurs et les commerçants doivent s'adapter ou s'adaptent par rapport à cela. D'un côté, nous avons les consommateurs qui ont des demandes. Ils sont de plus en plus à utiliser les smartphones. Ils veulent que ce soit simple, mais en même temps sûr, sécurisé. Et puis également avoir un check-out qui soit le plus facile possible. Donc il y a vraiment une demande forte des consommateurs pour tout cela. De l'autre côté, le côté commerçant, il y a l'importance de maîtriser les paiements et de voir comment intégrer le paiement dans le parcours d'achat. Donc l'idée, c'est d'être le plus possible sans friction, autant que possible, mais tout en prévenant les risques de fraude qui puisse y avoir, avec une certaine demande d'intimité au niveau des consommateurs pour être capable d'adapter le plus possible aux consommateurs, au parcours client. Donc la vraie question dans cela, c'est comment améliorer le parcours client et les taux de conversion. C'est un vrai enjeu business, chiffre, mais tout en prévenant les risques de fraude et d'usurpation d'identité. Donc d'un côté, on a la PSD2, les SCA, la Strong Customer Authentication, qui a permis d'améliorer la sécurité avec une authentification forte du client, mais ça introduit des actions complémentaires et ça change radicalement la façon des commerçants de gérer le paiement. Et de l'autre côté, ces SCA ont permis de faire de la sécurité, mais introduisent également de la friction. Et donc on a un constat de plus en plus d'abandon de panier, une complexité du parcours, des baisses de vente. Donc il y a du côté positif et du côté négatif. Le problème, c'est comment on peut utiliser la sécurité des SCA, mais retrouver une certaine fluidité dans le parcours d'achat. Et ce sera l'enjeu de nos discussions ensuite. Alors, si on parle du parcours d'achat, en effet, pas hors paiement, mais incluant le paiement, les taux d'abandon, ils sont très élevés. Parce qu'aujourd'hui, on a quasiment 50% de taux d'abandon, même plus.
c'est lié, alors bon, au paiement, ok, mais c'est au nombre d'étapes, c'est au problème de livraison qu'on anticipe, ça va être les problèmes d'authentification, de création de compte, etc. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement élevé et on avait reçu une marketplace qui s'appelait Pour de Bon il n'y a pas très longtemps et ils travaillent beaucoup là-dessus, sur essayer de réduire ce taux qui leur paraît assez élevé. Et puis on va voir sur le graphique de droite que ce 50%, il est un peu minoré quand on est chez soi, sur un PC, on a le temps de réfléchir et de prendre les bonnes décisions. Par contre, quand on est sur un mobile, c'est moins évident. Et là, le taux d'abandon, il atteint quasiment les 70% en Europe. Et on voit bien que le parcours client sur les mobiles doit être encore amélioré. Il y a un peu trop de friction, le app-to-app ne marche pas toujours très bien. Donc c'est des parcours qui sont un peu plus complexes. L'autre point que les commerçants prennent en compte ou doivent prendre en compte, c'est que finalement la fraude maintenant elle est multiple. Elle n'est pas uniquement au niveau du domaine du paiement. Et donc faire que du 3DS, ce n'est pas suffisant. C'est une nouvelle approche à avoir. Et il faut être capable de gérer son risque à toutes les étapes de l'interaction avec le client, depuis la création du compte initial, mais jusqu'aux aspects de livraison à la fin. Alors le marché des paiements évolue, change, s'adapte. Et les différents acteurs du paiement en ont conscience. Donc déjà, d'un côté, on a tout ce qui est évolution réglementaire, vous êtes au courant, je ne vais pas y revenir, on a PSD1, PSD2, il y a les travaux en cours sur la PSD3 qui doit théoriquement amener des réponses complémentaires au niveau de la relation client. De l'autre côté, on a les aspects plus techniques, protocolaires, le V1 est décommissionné, on est sur le 2.2 maintenant, mais ces évolutions techniques permettent de pouvoir penser à des nouveaux parcours plus frictionless. On va intégrer de l'authentification forte, on va intégrer de la biométrie, on va intégrer pas mal de choses. Donc la partie technique évolue également. Mais ce qui veut dire aussi, c'est que dans le facteur d'interaction avec les clients, on était avant plutôt sur une connaissance. Le client connaît un code, connaît quelque chose. Là maintenant, on est plutôt sur de l'authentification active. Et l'objectif, c'est de passer sur de l'authentification passive. Passive, ça veut dire d'être capable d'analyser le risque, le contexte même de la transaction, sans être obligé de refaire une demande, un challenge, au niveau du client. Donc on est vraiment dans cette tendance, cet objectif de faire de l'authentification passive sur la base de l'analyse de risque transactionnel et unitaire. Il y a plein de possibilités, on en reparlera, mais la plupart du temps, les exemptions ne sont pas toujours bien utilisées ou correctement utilisées au niveau des commerçants. Et il y a des nouvelles possibilités qui arrivent, notamment de bénéficiaires de confiance peut-être, délégation d'authentification. Donc il y a d'autres étapes dont on pourra évoquer également tout à l'heure. Mais cette gestion des exemptions fait partie des actions possibles pour pouvoir utiliser, pour pouvoir mettre en place davantage de frictionless. Important de bien les connaître, et de les comprendre et de les maîtriser. Voilà. Et dernier slide avant le panel, c'est juste une présentation du taux de fraude en fonction de différentes catégories de transactions. Donc sur le global, aujourd'hui, on voit qu'entre 2021 et 2022, ce taux il baisse, mais après, quand on regarde dans le détail, on voit qu'il est assez... alors si tu peux afficher le troisième également. Voilà, parfait. On est, donc ce qu'on voit qu'il y a un fort taux de fraude et qui progresse sur le graphe de droite. Donc quand on n'utilise pas le 3DS, quand les marchands font un peu des exemptions type moto, MIT, etc. Et donc aujourd'hui, c'est 27% des transactions et ce taux, il est très élevé. Sur le graphique un peu plus à gauche, c'est-à-dire qu'avec le Strong Customer Authentication, on est à 55% de transactions. Le taux, il est bon, il baisse même en 2022. Donc mais on sait que là-dessus, il y a parfois de la friction, il y a des transactions qui ne vont pas jusqu'au bout. Donc ce qu'on cherche à privilégier aujourd'hui dans ce panel, c'est ce graphe au milieu, là, les 18% de transactions qui ont un taux de fraude qui est bon, qui baisse et qui est sans friction, donc dont on peut imaginer que les parcours iront jusqu'au bout et se feront et permettront de faire le paiement. Et ce qui est important de bien comprendre aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'on parle de frictionless que pour autant il y a une augmentation de la fraude. C'est vraiment un élément clé. Ça peut être vu souvent de dire si je fais de la frictionless, je vais avoir de la fraude. Non, en général, pour faire du frictionless, il faut être capable de maîtriser son risque. Et on voit que ça marche. Sur ce graphique ici, frictionless,
il y a bien une requête 3DS qui est faite avec des demandes de non-friction, d'exemption ou autre, et ça fonctionne, ça marche. Par contre, tous les marchands qui vont utiliser d'autres cas du MIT, Merchant Initiation Transactions, ou d'autres exemptions sans faire du 3DS, et on voit une explosion de la fraude. Donc c'est clairement un axe, et l'objectif, et on va en discuter maintenant avec notre panel, l'objectif, ça va être comment faire davantage de frictionless, comment les commerçants peuvent mettre en place toutes ces actions. Et pourquoi le frictionless 2.0 ? C'est que le frictionless, on en parle depuis des années, en tant que tel. Quand j'étais commerçant à l'époque, on en parlait déjà. On veut le faire depuis très longtemps, mais les évolutions technologiques, réglementaires, etc. ont fortement changé, et on a des actions maintenant, on a des possibilités, et il y a des innovations qui arrivent qui permettent vraiment de mettre en place un véritable frictionless, d'où cette notion de frictionless 2.0. On y est maintenant, et vous pouvez le mettre en place. Pour en discuter, plus concrètement, je vais demander à Emmanuel François de bien vouloir me rejoindre. Donc Emmanuel de BNP, Head of Accepta Europe. Alexandre Poutaro, responsable programme e-commerce chez Carte Bancaire. Raphaël Guérand, porteur, directeur régional. Et Dounia El Bakal, merci, de Mastercard. Product développement, innovation, directeur, sécurité, solutions. Très bien, merci. Merci d'être avec nous. Donc un sujet qui est passionnant et je suis sûr que vous avez plein de choses à dire. Je vais commencer, Dania, avec vous sur la partie de l'évolution du digital. On a évoqué juste avant qu'on voit que la partie paiement évolue fortement, qu'on est de plus en plus digital. Quelle est la vision de Mastercard à ce sujet ? Oui, en effet, tout à fait d'accord. Notre vision chez Mastercard, elle est bien évidemment que nous allons de plus en plus vers un monde qui est dématérialisé. Le monde digital, on y est déjà aujourd'hui. Le frictionless, comme tu disais, on en parle déjà depuis très longtemps. Maintenant, notre vision aujourd'hui, elle est d'accompagner nos partenaires et de faire en sorte que les consommateurs aient la même expérience de paiement en e-commerce, tout aussi fluide, tout aussi sécurisé, tout aussi simple qu'on l'a aujourd'hui dans le monde du commerce de proximité. Ça, c'est notre vision. Et il y a effectivement encore pas mal de choses à faire au niveau du frictionless. Et on accompagne nos acteurs de manière générale sur l'amélioration du parcours de paiement. On va pouvoir en parler aujourd'hui. Le frictionless, c'est d'abord pas mal utiliser les exemptions TRA. On va en parler un petit peu aujourd'hui, mais pour nous, c'est d'abord ça. C'est d'abord utiliser les dispositifs existants aujourd'hui pour améliorer le parcours de paiement. Donc le TRA fait partie des leviers possibles pour les commerçants d'améliorer le parcours de frictionless, mais il en existe d'autres, tels que la redirection automatique, par exemple, puisque le frictionless, c'est aussi ça. Lorsqu'il y a un flux et une demande de challenge, on sait tu as parlé de taux d'abandon tout à l'heure, c'est typiquement un levier aussi intéressant et important de pouvoir éviter ces taux d'abandon du fait que dans une transaction e-commerce via app, il y a encore ce fameux bouton continuer entre l'application d'authentification bancaire et l'application du marchand, qui fait qu'on perd beaucoup de transactions. Et là, c'est typiquement aussi quelque chose qui est concret, qui existe aujourd'hui. C'est de l'ajustement de paramétrage technique qui est possible, qui est assez simple. C'est du quick win qu'on peut exploiter aujourd'hui et sur lequel on encourage nos partenaires à avancer. Donc ça, c'est deux exemples, le TRA et la redirection automatique, deux exemples concrets aujourd'hui à mettre en place déjà pour améliorer le frictionless, sans même parler du frictionless 2.0. Mais tu m'avais dit aussi que l'important, c'est que le commerçant puisse maîtriser son risque et sa fraude. C'est un peu le sous-jacent à ça, le frictionless, la fraude est quelque part le sous-jacent à toute... le subtil équilibre entre la gestion de la fraude et l'expérience utilisateur, on connaît, c'est vraiment le défi et le challenge en matière de paiement e-commerce. Et effectivement, notamment pour faire des demandes d'exemption TRA, le commerçant doit être en capacité de gérer sa fraude. D'abord parce que la réglementation l'impose. Il faut avoir des dispositifs de lutte contre la fraude suffisamment efficaces, des dispositifs de monitoring et d'analyse de transactions, de façon à pouvoir solliciter ces exemptions TRA. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le frictionless, tu disais tout à l'heure, fonctionne très bien, et en France particulièrement. Il y a une adoption peut-être un peu plus lente que dans d'autres pays européens, mais
très bien maîtrisé, qui fait qu'aujourd'hui, le frictionless, le taux de fraude est vraiment maîtrisé en frictionless. Et d'ailleurs, il est plus important au niveau du challenge. On en parlera peut-être un peu plus tard. Alors, d'un côté, le commerçant doit maîtriser sa fraude, mais en même temps, le commerçant a comme outil premier le 3DS. Donc du coup, Alexandre, pourquoi et comment pourquoi les commerçants doivent investir dans des outils de lutte contre la fraude et pourquoi ne pas simplement s'appuyer sur du 3DS? Et du coup, est-ce que c'est pas un peu contradictoire par rapport à des sujets de frictionless? Merci Arnaud, bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation parce que le frictionless est un sujet qui occupe quand même notre quotidien, nous dans le monde de la monétique. Et heureusement, c'est pas un long fleuve tranquille et il faudrait presque une matinée pour parler de manière exhaustive sur tout le frictionless. Par rapport à ta question, il faut rappeler que la DSP2, les RTS-SCA ont été vraiment mises en application, rappelez-vous, il y a à peu près 2 ans. C'était sur la période d'avril-juin 2021. Et donc aujourd'hui, on a à peu près 2 ans de recul sur le dispositif qui porte ses fruits en termes de lutte contre la fraude. On l'a vu tout à l'heure sur les graphiques qui ont été présentés. Le 3S Secure est une des solutions pour répondre aux obligations de la DSP2 et puis des RTS-SCA. Ce n'est pas la seule, mais c'est quand même celle qui prédomine sur le marché. Et on se rend compte aussi que le 3DS à lui seul n'est pas forcément l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les commerçants investissent beaucoup sur la qualité des données, sur leur propre lutte contre la fraude en interne, auprès de leurs outils, les outils de leur PAT ou de leur acquéreur. Et c'est une chaîne complète qui doit se perfectionner et se réinventer sans cesse. Mais du coup, si les risques et la fraude est toujours aussi présente, est-ce qu'on peut quand même envisager de faire du frictionless? Est-ce que côté CB, il y a du frictionless qui a lieu? Alors, aujourd'hui, la capacité à faire du frictionless, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est menacée. Je vais pas avoir un discours alarmiste, mais on se rend compte que les fraudeurs s'adaptent, c'est connu. Au tout début de la mise en place de la DSP2, on avait surtout un comportement des fraudeurs qui cherchait à compromettre l'authentification forte. En disant, je vais m'enrôler à la place du porteur légitime dans les dispositifs, dans les outils de la banque en ligne pour faire de l'authentification forte à sa place. Et ça a très bien marché au début, et puis ensuite, les banques, c'est le jeu du chat et de la souris. Les banques se sont adaptées, les banques ont mis en place des contre-mesures qui fonctionnent beaucoup mieux aujourd'hui. Du coup, les fraudeurs cherchent d'autres portes d'entrée. Et le frictionless en est une. Et en particulier, depuis le début d'année, on observe sur le marché des paiements en France, et peut-être à l'international aussi, des fraudeurs qui exploitent de plus en plus la capacité à bénéficier du frictionless. Parce que oui, les fraudeurs aiment aussi le frictionless, comme les commerçants et comme beaucoup de consommateurs. Et tout l'enjeu va être de continuer à nous adapter, à mettre en place des règles pour bloquer le mauvais frictionless, filtrer le mauvais grain et le bon grain. Alors on a parlé tout à l'heure également de TRA, notamment de TRA acquéreur. Emmanuel, comment en tant que banque également, et comment la partie TRA acquéreur, donc Transaction Risk Analysis, est gérée? Quelle est l'utilisation et l'intérêt de le mettre en place? Bonjour à tous. Alors du côté de, peut-être pour prendre un peu de hauteur, nous, nos clients commerçants, qui sont de tailles très diverses, de géographies très diverses, des e-com, des mixtes, des proxys, etc., ils viennent rarement nous dire « je veux de la TRA ». Alors, on en a quelques-uns. Ils viennent nous dire « je veux améliorer 3 choses, mon taux de conversion, mais de bout en bout ». Donc le taux d'abandon, pour reprendre la sémantique de tout à l'heure. L'argent qui arrive, le chiffre d'affaires que j'encaisse, donc net. Et la satisfaction de mes clients. Ils veulent ces 3 trucs. Ils disent pas je viens chercher la TRA. C'est pas le produit qui les fait vibrer.
Alors, il y a certains grands commerçants très, très forts qui travaillent avec tous les réseaux, qui ont tout optimisé déjà et qui viennent, qui maîtrisent parfaitement la TRA et qui viennent nous chercher. Ça reste un produit, je trouve, relativement complexe, efficace quand il est, mais difficile à s'approprier. On le voit nous-mêmes quand on utilise les sites. Il y en a, ça marche parfois sur des sites de manière très systématique, et puis d'autres beaucoup moins. Donc ça reste, je pense, un produit efficace, complexe, mal maîtrisé par les commerçants, réservé quand même à Happy Few. Et les commerçants, encore une fois, ne cherchent pas ça. Ils cherchent. C'est une réponse, c'est une bonne réponse. C'est une réponse qui a fonctionné, qui fonctionne, qui commence à être un peu challengée, complètement en phase. Et ce qu'Alexandre décrit, on le vit aujourd'hui. Mais qui je pense, est une arme, et puis parmi d'autres. On en parlera tout à l'heure, mais il y a d'autres choses qui arrivent. Et encore une fois, donc grand problème, mais plutôt de fraude en général, d'encaissement. TRA, bien, mais petit montant, c'est très bien. Sur les gros montants, ça marche moins bien quand même. Donc les commerçants ne vous demandent pas forcément non plus du frictionless en tant que tel. Tout ça, c'est un jargon de spécialiste, on va dire. Non, alors, les commerçants frictionless, je pense que ça parle, ça pourrait être français, mais ça parle assez bien. C'est ce qu'ils veulent. Enfin, en tout cas, leurs clients leur demandent. Alors, certains des clients leur demandent. Il y a quand même une partie des clients qui comprend pas très bien, quand même, que dans les parcours d'achat, parfois il faut une authentification forte. Parfois, il n'en faut pas. C'est quand même assez subtil. Et c'est même pas une question de montant, puisque le même montant, parfois, elle va demander ça, etc. Donc, il y a une question. Les consommateurs, ils aiment bien des parcours assez prévisibles. Certains ne trouvent pas ça super d'avoir du frictionless, côté consommateur. Mais de fait, un clic de moins, c'est quand même une intervention, c'est quand même assez intéressant. Donc, on nous demande du frictionless, on nous demande de simplifier, d'améliorer de faire en sorte que le taux d'abandon s'améliore de bout en bout. Et là où il y a une grande différence, c'est que le commerçant qui regarde son parcours, une grosse partie de son parcours est faite par le PAT. Là où il vient à la banque, c'est vraiment la relation d'acquéreur à commerçant. Donc évidemment, il nous sollicite plus sur les questions de fraude de TRA, mais il va solliciter son PAT avec lesquels on travaille aussi pour toute la partie parcours, en fait. Donc c'est vraiment, je pense que c'est ça. Et après, le commerçant nous demande d'autres choses, c'est des datas. Et c'est là où, effectivement, des datas de bout en bout, exhaustives, avec les mêmes sémantiques, etc., c'est un petit peu plus compliqué à donner. Si je peux juste me permettre de rebondir, je suis tout à fait... Enfin, sur la partie, en tout cas, exemption TRA, on est d'accord. C'est juste un levier parmi d'autres, et je suis tout à fait en phase avec ce que vous dites. C'est un levier parmi d'autres pour améliorer le taux de conversion. Effectivement, je ne suis pas étonnée que les commerçants ne viennent pas vous demander des exemptions TRA. D'abord, il y a encore un peu d'éducation à faire. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que les chiffres montrent qu'aujourd'hui, typiquement les exemptions TRA, c'est à peu près 30% des exemptions qui sont demandées. Et en termes d'approval rate, c'est 90%. C'est 20 points d'approval rate en moins par rapport aux autres types d'exemptions demandées. Donc c'est un levier qui existe aujourd'hui, qui est dans les rails, qui fonctionne. Il y a des disparités, effectivement, d'un acquéreur à l'autre. Il y a des acquéreurs qui sont très performants, d'autres qui le sont moins. Et il y a encore un peu d'éducation à faire. Donc mon message ici, c'est vraiment d'utiliser déjà aujourd'hui ces leviers existants qui techniquement fonctionnent et qui fonctionnent bien et mieux. On a des taux qui s'améliorent de mois en mois. On a déjà plus de 10 points de frictionless en plus sur les TRA exemptions par rapport à l'année dernière. Donc notre recommandation, en tout cas d'un point de vue de Mastercard, c'est déjà quelque part d'utiliser ce qui marche et ce qui fonctionne aujourd'hui. Les PSP ont un rôle important, vous l'avez souligné, c'est vrai, ils ont un rôle important et il y a quelque part tout un plan, c'est un levier à la main des commerçants d'aller aussi se renseigner sur quel est mon droit à utiliser des exemptions TRA auprès de l'acquéreur. Comment est-ce que je peux le faire? On voit que d'un commerçant à l'autre, en fonction de la maturité, de la taille, etc., tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance, donc il y a un peu de travail à faire là aussi. Mais ça n'est qu'un levier, et l'enjeu, c'est le taux de conversion au final, et il y a bien d'autres moyens dont on va parler peut-être plus tard sur le frictionless. Donc il y a un point qui est quand même très intéressant dans tout ça, c'est que
d'un côté, on va parler de technologie, on va parler de TRA, d'exemption, de pas mal de choses pour pouvoir faire du frictionless. Mais en même temps, ce qu'on vient de se dire, c'est que les commerçants s'appuient sur leurs partenaires et ne vont pas forcément faire ce type de demande directe, technologie monétique, paiement. Ils ont des besoins concrets, métiers. Donc on est sur ce type de paradoxe où d'un côté, il y a toute une série de solutions possibles sur lesquelles les commerçants ne sont pas forcément correctement informés, voire peut-être leurs partenaires également ne leur donnent peut-être pas suffisamment d'informations, mais même eux, il y a un aspect d'éducation. Mais du coup, on parle de fraude, de taux de conversion. Raphaël, quel est l'intérêt pour un commerçant d'investir dans un outil de lutte contre la fraude et que vient faire cet outil dans l'amélioration du taux de conversion et peut-être dans les possibilités de frictionless derrière? Bonjour à tous, bonjour Arnaud. Alors je vais faire écho aux propos d'Emmanuel en introduction. Nous on travaille beaucoup avec les marchands. La finalité est toujours business ou financière, c'est comment je peux améliorer ma conversion, comment je peux aller chercher un maximum de points de conversion ou de vente additionnelle par rapport à ma situation actuelle. Et donc avant même de parler de frictionless, l'avantage d'avoir une gestion du risque qui est internalisée et qui est maîtrisée pour un marchand, c'est de nettoyer le trafic en amont. C'est-à-dire qu'après, l'ensemble de son écosystème, et on voit qu'il est assez riche, mais votre acquéreur, le PSP, les schemes et les banques émettrices, d'envoyer un trafic qui est déjà propre pour qu'eux puissent aussi avoir une approche du risque qui soit peut-être moins stricte ou qui relâche justement parce qu'ils voient qu'il y a un trafic qui est d'ores et déjà propre, qui est maîtrisé par le marchand, et donc aller gagner une conversion ne serait-ce que sur cette optimisation du risque. Donc ça, c'est un premier sujet avant même de parler des autres leviers qu'on pourrait aller chercher. Il y a une subtilité aussi à prendre en compte par rapport à l'Europe. C'est que si vous êtes sur des marchés, on va dire, je vais le tourner à l'envers, en Europe avec la DSP2, vous avez eu la responsabilité financière des fraudes, enfin des chargebacks, qui a été déportée chez les banques émettrices dès lors que le protocole 3DS est passé et la banque accepte la transaction. Et donc pour un marchand, il peut avoir aussi une probabilité de visibilité, et le fait de ne pas avoir de chargeback ne veut pas dire que vous n'avez pas de fraude. Et c'est une distinction qu'on fait aussi souvent quand on rencontre des marchands, c'est de se dire aujourd'hui vous avez peut-être un taux de chargeback qui est de 0, ce qui est normal, mais ce chargeback est bien réel et présent, et il est en fait payé par d'autres personnes, ce qui impacte votre conversion. Parce que ces acteurs-là vont après se dire dès lors que ce trafic vient de ce marchand-là, je vais être beaucoup plus strict, parce que derrière l'impact financier il est chez moi. Et si vous n'avez pas justement cette collaboration ou cette communication avec ces acteurs, vous allez vous retrouver pénalisé sans nécessairement en être pleinement conscient, ou du moins pleinement conscient de l'impact qui peut être mesuré. Et du coup, après, par rapport à la notion de frictionless, la gestion du risque, c'est la condition sine qua non pour pouvoir aller faire ces différentes demandes. Et la manière dont Forter opère, c'est de se dire, d'ores et déjà, il y a cette gestion du risque avec une transaction qui est envoyée, qui est propre à l'écosystème, mais ce n'est pas non plus binaire. Ce n'est pas parce qu'une transaction n'est pas risquée qu'il faut aller obligatoirement chercher du frictionless, de l'exemption, demain de l'authentification déléguée. C'est aussi de comprendre par rapport à l'ensemble des acteurs avec lesquels vous travaillez, et aussi du porteur de carte, qui est finalement la personne qui fait l'achat, quel est statistiquement le meilleur chemin dans lequel je peux l'envoyer pour obtenir une conversion. Et on se rend compte chez nos clients que, évidemment, moins on met de friction, ou plus on utilise des chemins rapides, plus la conversion va augmenter. Mais ça va toucher peut-être 80% ou 70% des cas. Et sur certaines autres transactions, l'utilisation du 3DS ou l'utilisation d'un retry et de l'envoyer en 3DS en application forte va permettre d'aller gagner des points de conversion. Donc ce n'est pas une approche on va dire binaire, c'est plutôt cette compréhension par transaction de se dire si je gère le risque, après je peux en faire à peu près ce que je veux, et du moins collaborer avec les acteurs avec qui je travaille pour leur dire voilà ce que j'aimerais faire, parce que je pense que c'est là où je vais avoir la meilleure conversion. Alors, les évolutions du 3DS, justement, devaient permettre d'améliorer la partie plutôt frictionless. Et Emmanuel, dans quelle mesure le 3DS V2, notamment, améliore cette notion de frictionless? Et est-ce qu'éventuellement, il y a d'autres solutions qui sont encore plus performantes? Alors, je pense que le 3DS V2 améliore incontestablement. On l'a vu dans les chiffres. Il a été adopté. Alors, il y avait pas mal de tremblements à l'approche de l'échéance, et en se demandant si ça serait un Big Bang, un chaos. Et puis finalement, ça passait vraiment très, très simplement. Donc tout le monde était prêt. Côté commerçant, côté PAT, côté banquier, côté porteur. Donc je pense que c'est vraiment un succès
globalement, et puis ça a permis de quand même d'uniformiser ces parcours. Donc je reviens, je pense qu'effectivement ça marche bien aujourd'hui. Mais comme le monde bouge, les fraudeurs innovent, leur R&D est puissante, il faut qu'on bouge aussi, et on voit arriver aujourd'hui d'autres méthodes qu'on peut qualifier de délégation d'authentification, hein, qui fait que la manière d'afficher l'authentification forte est gommée. En fait, dans le paiement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on gomme le paiement. Donc on le met de manière déportée. Alors je vais citer un XP, mais chacun pourra interpréter duquel je parle, qui est effectivement, en termes de parcours client, super efficace. Super efficace parce qu'il a fait une authentification forte à l'enrôlement. Il y a de la reconnaissance faciale, donc le client, le porteur a l'impression que quand même il ne se passe pas rien, il doit bien valider, etc. Et en termes de parcours client, ça fonctionne très très bien. Donc je pense qu'on va aller de plus en plus, et on va parler de Click2Pay tout à l'heure, je pense que c'est aussi quelque chose qui va contribuer fortement à ça. On va aller dans une intégration de cette authentification à l'intérieur du parcours. Alors que là, aujourd'hui, c'est une étape spécifique, une étape supplémentaire. On va garder cette authentification, mais elle va être gommée. Elle va être là, présente, indispensable pour tous les acteurs de la place, mais gommée et complètement intégrée dans l'acte de paiement. Donc on est en train je pense, d'aller vers un remodelage de cette authentification. J'ai l'impression qu'on n'est pas en train de... Du coup, je vais rebondir sur cet exemple de XP. Si le paiement, l'authentification est réalisée dès le début, au niveau du smartphone, avec le client et autres, et de façon sécurisée derrière, dans quelle mesure, et je vais reposer la question à Raphaël, dans quelle mesure on a encore besoin, d'un côté commerce, d'un outil de lutte contre la fraude, si on accepte ce type de moyen de paiement XP? Alors, il y a deux différents axes. Le premier, c'est sur la même logique que sur le premier point. Dès lors qu'on va aller nettoyer le trafic avant, on permet aussi à ces acteurs d'aller relâcher leur propre modèle de gestion du risque avec une approche beaucoup plus fine. Donc, cette conversion va se retrouver à ce niveau-là, dans le sens où on va être capable de dire le trafic qui m'est envoyé de ce marchand, même si jamais c'est déporté, même si jamais c'est, on va dire, dissimulé pour le consommateur, l'acteur va être capable de, on va dire, être beaucoup moins strict sur les règles ou les transactions à rejeter dans ce protocole. Même chaque acteur, en gros, doit faire sa propre décision, et là, en fait, c'est juste que ça va être déporté chez quelqu'un d'autre, mais de lui envoyer un trafic plus propre lui permettra d'avoir cette finesse et donc d'en accepter plus. Donc ça reste nécessaire de faire l'analyse du trafic, du risque client, avant même de gérer le paiement. Alors, oui, et en plus de ça, il y a un autre sujet, c'est le déport des fraudes, des abus. On le retrouve, nous, on a vu une croissance de certains, on va dire, modes. Alors, dans la monétique, avec des account takeover, si jamais vol de compte ou vol de... dès lors que vous avez des cartes on file, des cartes qui sont des données bancaires ou dans une notation forte demain, dans une delegated oath demain, dès lors que vous avez des données financières qui sont stockées par rapport à vos consommateurs, si jamais on peut prendre le contrôle de ça, on se fait passer pour cette personne, et donc de la même manière que le frictionless est utilisé aussi par les fraudeurs, ils vont se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc sur la monétique, mais aussi sur d'autres moyens, on va dire, au dehors du paiement, post-paiement. Et ce qu'on voit, c'est une augmentation des personnes qui vont aller faire l'achat, ça va être leur propre carte, mais qui vont aller contester sur des retours, renvoyer des produits ou renvoyer des produits frauduleux, ou voir quelles sont les conditions de générale de vente, et se dire en France, je dois être remboursé, je crois que c'est 14 jours légalement, donc je vais attendre le dernier moment, je vais l'envoyer, ils vont me rembourser avant même d'avoir fait un contrôle, il faut récupérer les fonds, ou sur les colis non reçus. On a eu Covid où c'était beaucoup plus compliqué d'aller faire soit des signatures, des vérifications. Donc c'est aller exploiter, je rejoins vos points, mais sur les fraudeurs, c'est d'aller exploiter les brèches. Si à un moment la monétique, ça devient beaucoup plus compliqué et on se déporte ailleurs, R&D, ils innovent, on trouve un moyen pour pouvoir pénétrer les frictionless, et donc c'est toujours un peu ce jeu d'être le moins possible dans du réactif et d'être dans du proactif sur comment je bloque et je gère le risque en amont, et non pas dès lors qu'il y a un nouveau moyen, je suis exploité. Alors tu as évoqué à un moment donné aussi la notion de card on file, donc les fameux wallets, si on parle des wallets, que les commerçants gèrent de leur côté pour essayer d'améliorer le frictionless, le fait d'enregistrer des cartes
et d'essayer de faire des parcours un peu plus fluides, plus frictionnels vis-à-vis des clients, sous forme de card on file. Mais il y a quand même des sujets que les commerçants ont là-dessus, c'est tout ce qui est renouvellement de ces cartes. Alexandre, comment Carte Bancaire accompagne les acteurs du commerce par rapport à ce type d'activité peut-être un peu spécifique du card on file et du renouvellement? Alors justement, c'est bien qu'on en parle, parce que le sujet du card on file, en fait, est un des points de compromission sur la fraude en paiement e-commerce avec Frictionless. On en a parlé, Raphaël. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de compromettre un compte commerçant, un compte... Et puis, la carte est déjà enregistrée, et puis je vais profiter de ce compte pour faire des achats et détourner des fonds. Donc, l'enjeu pour les commerçants, ça va être de sécuriser ce card on file, sécuriser son accès, son utilisation, et puis aussi le valoriser. C'est-à-dire comment on peut accompagner le commerce dans, par exemple, la mise à jour des données qui sont stockées dans ces cartes, comment sécuriser l'accès à ces données dans le carte. Donc l'un des services que Carte Bancaire met à disposition au sein de la communauté française, c'est ce qu'on appelle le service de mise à jour des données cartes, qui est extrêmement simple. C'est un service où le commerçant et son PAT appellent avec un ancien numéro de carte et instantanément on le retourne la mise à jour. Imaginez, en termes de simplicité, que c'est comme si on avait automatisé une conversation avec un chatbot. J'envoie un numéro expiré et paf, immédiatement au retour, j'ai un nouveau numéro qui va me permettre de déclencher le paiement. Et ça, c'est la première étape, finalement, je dirais le premier étage de la fusée, d'une offre de service un peu plus complexe, un peu plus élaborée, qui s'appelle la tokenisation card on file, qui est l'étape d'après. Et la tokenisation, je pense que peut-être d'autres intervenants pourront en parler, mais je tiens à faire de la pédagogie, parce que faire la tokenisation pour la tokenisation, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Remplacer un numéro de carte par un alias différent, bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ce qui va compter, c'est tous les services à valeur ajoutée qu'on va lui greffer dessus. Je prends toujours l'exemple, moi, de la métaphore de la locomotive. Voilà. Une locomotive à elle seule, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est les wagons qu'on voit y accrocher qui vont apporter du service. Le wagon pour transporter les voyageurs, le mini-bar, le restaurant, etc. Très bien. Donc il semble que la tokenisation semble être un véritable atout ou un intérêt pour pouvoir faire du frictionless. Dunia, comment vois-tu cet aspect de tokenisation? Quel type de service concret on peut imaginer avec cela? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Alexandre. La tokenisation en tant que telle, finalement, ça n'est qu'un pilier finalement qu'on a de notre vision, nous, chez Mastercard, d'une vision, je le disais tout à l'heure, d'un parcours frictionnel. Et on parle beaucoup de frictionnel en matière d'authentification, mais finalement on parle de taux de conversion. Et aujourd'hui, notre enjeu, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment, encore une fois, d'avoir exactement la même expérience de paiement en e-commerce qu'on a en commerce de proximité. Aujourd'hui, le sans contact est quasiment devenu un réflexe. Et aujourd'hui, quand on sait que on veut faire un paiement en ligne, on doit encore rentrer manuellement ces 16 chiffres du PAN. Enfin, c'est déjà une première étape qui est un vrai levier pour améliorer le parcours de paiement et améliorer le frictionness de façon générale. Et on sait qu'aujourd'hui, à peu près 58% des acheteurs en ligne ou des consommateurs, notamment, préfèrent faire un paiement en tant que guest checkout. Ils ne préfèrent pas enregistrer leurs données cartes. Donc nous, c'est déjà une première étape que l'on voit comme étant un levier d'amélioration. C'est quasiment, on sait que c'est 60%, je crois, des acheteurs qui pensent qui au bout de plus de 2 minutes abandonnent en fait le parcours parce que justement rentrer ses pads manuellement, prend beaucoup de temps. Et donc finalement la tokenisation pour nous, ça s'inscrit un peu dans tout ça. C'est un des piliers de la vision que l'on a, qu'à terme on va être dans un monde qui est totalement tokenisé, dématérialisé, sans carte physique, sans PAN, sans mot de passe à entrer. Et avec je vais sur mon site, je vois un bouton, et donc c'est notamment le programme Click to Pay qu'on a introduit maintenant en 2019. Et je vais sur un site et j'ai envie finalement d'avoir suffisamment d'assurance et d'avoir un bouton simple et unique qui me permet
de payer rapidement, sans entrer mes numéros de carte, quel que soit le device que j'utilise, que ce soit une tablette, un téléphone, mon ordinateur, quelle que soit la marque du scheme que j'utilise. Et ça, pour nous, c'est vraiment notre vision. Et la tokenisation, c'est la première étape, comme le disait Alexandre. Aujourd'hui, on a quasiment une transaction sur 3 qui est déjà tokenisée. Notre vision chez Mastercard, c'est qu'avant fin 2024, 100% des transactions soient tokenisées. Donc on est vraiment ambitieux, mais on y croit. Ça avance très très vite. Et Click2Pay y participe. Alors Emmanuel, comment BNP avance sur le sujet du Click2Pay ? Alors d'abord, je pense qu'il faut saluer sur le fait que c'est une innovation et une initiative multi-scheme. Je pense que ce n'est pas toujours le cas. Alors il y a peut-être encore un petit effort à faire sur un dernier scheme important en France pour nous, hein, mais je pense que c'est quand même... je pense que ça rebondit bien sur le fait que les consommateurs veulent une certaine uniformité. Ça rassure et que c'est pas une innovation, c'est pas une différenciation. Et il faut aller plutôt chercher l'équipement. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est qu'évidemment, on est en train d'y travailler ardemment, justement pour l'implémenter, mais on aimerait l'implémenter multi-scheme. Donc 3 schemes, pas 2. Et parce que le réseau carte bancaire reste le réseau privilégié en France, hein, pour plein de raisons, et parce que aussi en termes de taux de conversion, on constate que c'est meilleur aujourd'hui. Donc on y va. Je pense que c'est vraiment une belle innovation. Alors après, en termes de setup et d'appropriation par les consommateurs, il y a toujours, est-ce que c'est un job du commerçant, est-ce que c'est un job de l'émetteur? C'est sans doute un peu un job des deux. Qui va commencer avec le plus d'efficacité? Sans doute un peu les deux aussi. C'est pas non plus forcément très facile à comprendre pour les porteurs que le même service est vendu en enrôlement sur le site du commerçant et en enrôlement sur le site de sa banque. C'est un peu difficile à percevoir, ça quand même, je pense. Mais en tout cas, tout ça va de nature à améliorer. Donc, la tokenisation est un outil pour ça, mais c'est pas la finalité. La finalité, c'est que j'appuie sur un bouton, j'ai une reconnaissance forte, et puis j'ai payé, quoi. Et donc, c'est sûr qu'avec l'évolution des parcours sur mobile, y compris dans les magasins, hein, y compris dans les restaurants, etc. Donc, c'était le petit propos introductif. Tout ça est absolument indispensable aujourd'hui, donc on va y aller et ça va bouger, je pense, très vite. Peut-être quelques chiffres là-dessus, en termes de taux de conversion, enfin, c'est déjà live, hein, en tout cas dans un certain nombre de pays, et si je peux apporter un aperçu européen, en tout cas, de nos confrères en dehors de la France, c'est quand même globalement un taux de conversion qui est amélioré de l'ordre de 30%, ce qui est énorme, et c'est un temps de paiement qui est divisé par 2. Donc voilà, c'est quand même des signaux très, très importants et qui encouragent à pousser à cet écosystème, et on est assez confiant en France, même s'il y a encore, bien évidemment, encore quelques questions à adresser. Alors, on a beaucoup parlé d'évolution du domaine des paiements, de frictionness, de fraude également. Mais justement, on avait des outils de fraude dans le passé qui étaient basés sur des systèmes de règles. Donc il fallait mettre en place une série de règles concrètes, en dur, mais à revoir régulièrement, etc. Comment Forter arrive à s'adapter dans cet environnement, cet écosystème qui, on l'entend, bouge énormément? La réglementation évolue, les solutions évoluent, on parle de Click2Pay, on parle de tokenisation, on parle de tous ces types de sujets-là. Comment Forter arrive à suivre et continuer d'être pertinent pour aider à lutter contre la fraude? Alors je vais essayer d'être synthétique. Alors les règles, je pense qu'il y a deux catégories, il y a deux manières de les voir. Il y a des règles qui peuvent être complètement ad hoc par rapport à un marchand et qui sont, on va dire, en dehors du spectre monétique, qui vont être ad hoc par rapport à des conditions générales de vente ou des problématiques qui peuvent être propres à un marchand, qui est de se dire, je sais pas, moi j'ai des quotas ou ce genre de choses qui là sont, on va dire, complètement décorrélées d'une gestion de la fraude, mais plus d'une gestion, on va dire, de la relation commerciale vis-à-vis de leurs consommateurs. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est toujours maintenu. Chaque marchand a sa propre approche, sa propre politique, sa propre sensibilité ou ses propres enjeux stratégiques. Sur la partie monétique, si on résume la problématique de la fraude, elle est binaire. Il y a des fraudeurs, il n'y a pas de fraudeurs. On n'est pas au milieu, concrètement. Et donc,
l'écueil des règles, ce que Forter a pu identifier, c'est qu'elles sont souvent ni mutuellement collectives, ni individuellement exhaustives. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le premier écueil, c'est quand on a des règles, on en a beaucoup, avec sûrement des règles qui vont aller bloquer le même type de fraude, enfin créer des sortes de faux positifs, ce qu'on appelle ça, c'est bloquer des gens qui sont des clients légitimes, mais qui vont tomber sur des règles qui sont historiques, ou par une administration, on va avoir 500, on voit des marchands qui des fois ont 500, 600 règles à maintenir. Donc c'est le premier sujet, c'est cette notion de faux positifs, de clients légitimes qui vont tomber dans des règles qui sont statiques et qui vont se faire bloquer. Le deuxième enjeu, c'est cette notion de staticité qui est aussi réactive. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour mettre en place une règle, on doit avoir exposé un cas de fraude. En gros, je suis attaqué, un fraudeur trouve un nouveau moyen de pénétrer le processus de paiement. Vous subissez la fraude avec une certaine intensité et vous mettez en place des règles pour contrecarrer, pour que ça n'arrive plus. L'approche de Forter est plutôt de se dire, basons-nous sur un consortium, sur une logique où dès lors qu'on identifie un type de fraude, peu importe dans le monde, ça peut être même un pays dans lequel un marchand n'opère pas, n'importe quel marchand utilisant Forter sera protégé contre ce type de fraude, ce modus operandi, même s'il arrive en France 3 mois plus tard, même si le marchand en tant que tel n'a jamais pu être exposé. Donc c'est le deuxième sujet qui est cette notion de staticité et de réactivité sur lequel vous allez gagner aussi des points par rapport à vos problématiques de fraude. Parce que vous n'avez pas besoin d'y être soumis pour devoir vous en protéger. Pardon. Et le troisième point par rapport à la notion de règle, et qui nous permet aussi de sortir de la notion de la fraude, mais s'applique aussi sur le paiement. Quand on parle de frictionless, quand on parle d'aller optimiser le parcours, ça va devenir très compliqué parce que vous avez les émetteurs, les banques de vos consommateurs, qui vont se retrouver à avoir des niveaux de progression différents. Certains vont accepter le frictionless, certains vont être déjà en train de mettre en place par rapport à accepter l'authentification déléguée, etc., etc. Donc, avoir un système de règles, c'est avoir des règles par bin, encore une fois statique, alors qu'une banque va pouvoir évoluer, va pouvoir investir, va pouvoir apporter des nouveaux services, des nouvelles stratégies, et donc se retrouver par rapport à des règles qui vont être, on va dire, des fois dépassées, ou qui ne vont pas être en corrélation avec le meilleur moyen d'aller optimiser la conversion pour ce porteur de carte, cet acquéreur et cet émetteur. Donc l'approche de Forter, c'est-à-dire soyons proactifs, anticipons, et pour n'importe quel type de transaction, regardons non pas au niveau du min, au niveau du risque, au niveau d'un seul élément, mais dans sa globalité, qu'est-ce qu'on doit faire pour que cette transaction soit maximisée? D'accord, donc on est vraiment sur une évolution à la fois au niveau des paiements, de ce qu'on entend, des exemptions, des règles, et des nouvelles solutions, etc., mais également au niveau de la partie lutte contre la fraude, où on ne peut plus du tout se permettre d'avoir des solutions statiques, mais vraiment d'adapter au cas, par client, par banque, par transaction, donc vraiment d'analyser le contexte même de la transaction. Tout à fait. Un autre sujet qui a été évoqué un petit peu avant, enfin succinctement évoqué, c'est la partie de délégation d'authentification. Dunia, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est que cette délégation d'authentification et comment ça vient aider dans cette notion de frictionless? Alors pour revenir peut-être sur ton slide d'introduction, où tu parlais des différents mécanismes d'exemption possibles, et ces mécanismes d'exemption pour faire du frictionless, ils ont été introduits d'abord par le régulateur, par la DSP2. Il y a du low value, donc les paiements de petits montants, les exemptions TRA, et il y a les bénéficiaires de confiance, et il y a également la délégation d'authentification. Donc il y a un cadre qui est prévu par le régulateur qui permet effectivement de déléguer finalement l'authentification à un tiers, que ce soit un commerçant, mais ça peut être aussi un scheme, un tiers de confiance. Aujourd'hui, la délégation d'authentification, pour nous, ça s'inscrit comme dans le cadre justement de la tokenisation. On a parlé tout à l'heure de Click2Pay. Click2Pay, aujourd'hui, on l'introduit avec un mécanisme de 3DS, donc l'authentification reste requise. D'ailleurs, finalement, on peut parler de frictionless, mais finalement, cette obligation d'authentification, elle restera quoi qu'il arrive. Et puis, c'est finalement aussi, ça, je crois qu'on l'a peut-être pas assez dit, mais c'est l'émetteur qui a le mot final, quel que soit le mécanisme d'exemption qui va être sollicité ou utilisé. Et aujourd'hui, la délégation d'authentification, c'est, en tout cas chez Mastercard, une option qui va être introduite dans le cadre notamment de Click2Pay,
d'une transaction tokenisée et qui rend possible pour un commerçant de pouvoir quelque part garder le contrôle finalement du parcours de paiement et de faire en sorte que l'authentification soit passive, tu as utilisé le mot tout à l'heure, suivant des règles qui sont bien éditées par le régulateur mais par les schemes aussi. On va publier, nous, chez Mastercard, un bulletin sur ce sujet, donc c'est un petit peu trop tôt aujourd'hui pour en parler, mais je serais ravie de revenir à en parler ultérieurement, courant juin, qui va préciser les modalités d'utilisation de cette délégation d'authentification. Mais c'est un levier important, intéressant, à la main des commerçants, et on sera ravis d'élaborer davantage avec vous sur ce sujet, sur les prochains mois. Donc un nouvel outil pour les commerçants, dans cette optique de frictionless, donc quelque part de reprendre la main sur l'authentification forte, en suivant toutes les règles, à la fois règles du législateur, mais également des réseaux de cartes, de reprendre la main, de pouvoir lui-même gérer sa relation client, son authentification client, pour pouvoir faire ensuite une transaction frictionless avec une authentification déjà réalisée. Tout à fait. Et encore une fois, le sous-jacent de ça, c'est la lutte contre la fraude, bien évidemment. Tout comme tout type de mécanisme d'exemption, il y a certaines règles à respecter en termes de gestion de la fraude. Et ça nécessite de s'équiper en solutions suffisamment puissantes de lutte contre la fraude chez les commerçants, de façon à quelque part montrer les voyants au vert auprès aussi de l'acquéreur, auprès de ses banques, comme quoi il y a suffisamment de maîtrise. Il y a des grands commerçants qui le font très bien aujourd'hui, qui maîtrisent vraiment très bien leur fraude, et les outils comme Forterre, on en a aussi chez Mastercard. Ce sont des outils de scoring, mais ça va au-delà de ça. Aujourd'hui, il faut renforcer les dispositifs de lutte contre la fraude avec des solutions qui vont utiliser la biométrie comportementale, toutes les datas qui sont autour de la reconnaissance du device. Donc tout ça vient aujourd'hui renforcer le 3DS. Alexandre le disait tout à l'heure, le 3DS ne suffit plus. On a des attaques de fraude de plus en plus sophistiquées. Donc le sous-jacent de ça, de tout mécanisme d'exemption finalement, est de bien suffisamment maîtriser la fraude côté commerçant également. Alexandre, comment les banques françaises avancent sur cette notion de délégation d'authentification ? C'est un dispositif qui est techniquement possible sur tous les schemes, mais qui n'est pas une réalité encore d'aujourd'hui sur le marché français. Pourquoi ? Je pense qu'il y a des questions qui sont encore en suspens, ou des réticences que peut avoir aussi un émetteur. C'est un peu comme si je te confiais les clés de ma maison pour que tu rentres et sortes tranquillement. Il faut qu'on ait confiance dans l'un et l'autre. Donc, chez Carte Bancaire, nous, on considère que la délégation d'authentification, elle doit se faire dans le cadre d'un accord bilatéral entre un commerçant et un émetteur. Et qu'un émetteur prouve que, effectivement, il met en place une solution technique, un corps de règles, des contrôles qui apportent une certaine garantie contre la fraude. Et c'est une confiance qui se tisse dans le temps. Et malgré qu'on ait une très forte appétence des marchands, y compris en France, sur ce type de dispositif, concrètement, dans les faits, on n'a pas encore vu ce cadre être mis en place. Il le sera peut-être, je pense notamment chez des grands acteurs du paiement e-commerce, chez très grands, peut-être moins chez le tiers 2, enfin les moyens, les tiers 3, les petits. Mais c'est en tout cas un des axes qui permettra de simplifier, de fluidifier les parcours d'achat. Mais peut-être que la délégation seule ne suffira pas, il faudra aussi peut-être la compléter par autre chose, qui est ce qu'on appelle la fourniture de données, je ne sais pas comment dire autrement, c'est la capacité du commerçant à indiquer dans le message de paiement beaucoup d'informations sur la transaction, sur le porteur, qui vont rassurer l'émetteur et l'aider à dire ok, là c'est une transaction de confiance, ou là je vais quand même surforcer une authentification forte. Alors on voit que ce sujet de la délégation d'authentification est nouveau, mais quelque part il avance malgré tout. L'exemple de la solution XP dont on parlait tout à l'heure, c'est une sorte de délégation d'authentification. On voit qu'il y a des nouveaux parcours clients également, ou des nouvelles approches qui nécessitent ce type de délégation d'authentification, ou du moins de frictionless complet, avec une authentique faite au niveau du client et de la relation client-marchand.
le in-car payment, par exemple, est un des éléments où la partie de délégation d'authentification devient nécessaire pour faire du paiement dans la voiture sans être obligé de faire une authentification forte sur un mobile derrière. On ne peut pas imaginer de sortir le mobile en conduisant. On a évoqué aussi le fait d'avoir un meilleur contrôle du client, mais finalement dès le début. Est-ce que carte bancaire avance également ou aide les marchands, ou comment fait carte bancaire pour les aider dans cette partie de onboarding? Alors, je vais parler d'une initiative intéressante qui n'est pas du fait de CB à proprement dit, qui s'inscrit peut-être dans un cadre plus global initié par les banques françaises. Ça s'appelle BeConnect. Alors, BeConnect, c'est en fait une solution d'identification. Donc là, on est carrément en amont du paiement, on est au moment du login, login mot de passe chez le commerçant. Vous connaissez peut-être les boutons Connect with Facebook, Connect with Google, etc. En fait, on va utiliser déjà un compte existant et ça nous permet de nous loguer plus rapidement ou créer un compte plus rapidement chez un cybermarchand. Et il faut savoir donc, que les banques françaises, finalement, on propose un nouveau service qui capitalise sur leur connaissance du client pour la mettre, créer de la valeur auprès du commerçant. Voyez-le aussi un peu comme un bouton comme France Connect, voilà, où l'État finalement vous connaît par sa fonction régalienne, mais là également c'est la banque qui a fait un KYC, elle vous connaît, et elle va certifier que Monsieur Dupont est bien Monsieur Dupont. Alors, il y a des usages forts qui sont présents dans ce qu'on appelle les sites de seconde main, où par exemple, tiens, je vais acheter ma voiture, mais je veux que le vendeur soit pas n'importe qui. Donc le fait qu'on va pouvoir certifier grâce à la banque que le client, que le vendeur est quelqu'un de sûr, qu'on pourra retrouver s'il y a un problème, ça rassure. Hein. Mais dans ce qui nous intéresse dans le cadre du paiement, c'est qu'on va pouvoir capitaliser sur cette fiabilité au moment du login pour offrir un quasi 100% de frictionless au moment du paiement. C'est-à-dire que j'ai confiance dans le check-in, dans le login, donc j'aurai confiance aussi dans le check-out, si ça se fait dans la même session. Et donc l'initiative BeConnect est en cours, il y a déjà des pilotes avec des commerçants qui démarrent, et en fonction des résultats en septembre, les banques françaises décideront d'accélérer ou non sur ce dispositif. Donc on parle des banques côté BNP, Emmanuel, est-ce que BNP et Accepta a d'autres types de services pour aider les commerçants dans la partie frictionless? Alors, on a beaucoup d'initiatives et nous, on essaie, je resitue, d'adresser la question des commerçants. Donc, c'est d'adresser améliorer son taux d'abandon, améliorer son taux de conversion et faire qu'il encaisse son chiffre d'affaires. Dans une des réponses en parallèle, en complément, et sans doute un peu moins mature, mais qui commence à arriver, de solutions et de choses que les commerçants nous demandent, c'est donc, ça va adresser l'enjeu d'améliorer le taux d'abandon. Une des manières de contourner un frictionless qui revient, parce que le pire c'est un frictionless qui revient négatif, enfin qui revient KO, et puis soit c'est abandon, soit on recommence et ça revient KO. Alors là, c'est en expérience client, c'est une cata en termes de coûts, parce qu'on parle pas beaucoup de coûts, mais c'est une cata pour tout le monde, hein, pour le commerçant, pour le banquier, enfin pour tout le monde. Et puis le chiffre d'affaires n'est pas, c'est de la mauvaise dépense, celle-là. Donc il y a aussi quelque chose que les commerçants nous demandent, notamment quand on est sur des paniers un peu élevés. Ça adresse aussi la problématique des plafonds, pas que, mais c'est le retry. C'est-à-dire j'ai initié une méthode de paiement, elle revient en KO, immédiatement j'en recommence une autre, différente. Et c'est là où il y a une belle complémentarité, je pense, avec l'Instant Payment, hein, qui est, je veux payer le premier mouvement qu'on donne, qu'on initie, parce que c'est l'usage, c'est la carte, mais on peut avoir intérêt à basculer sur un retry. Et pour faire ça, eh bien, il faut des hubs qui s'appellent des orchestrateurs, hein, parce que, qui permettent de faire ce genre de choses. Donc nous, on travaille pas mal sur ça pour offrir cette fonctionnalité à certains de nos clients. Encore une fois, on n'est pas sur...
des clients aujourd'hui encore un peu ciblés, hein, mais qui permettrait d'avoir une deuxième chance très fluide, très rapide. Et je pense qu'en termes d'expérience client et d'expérience commerçant, ce sont des choses intéressantes. Bon, donc on voit qu'il y a énormément de choses qui sont possibles, qui sont faisables. Dunia, quelle serait ta recommandation pour les commerçants pour adresser ce type de frictionness, si on essaye d'avoir ce type de vision globale, de résumer? Alors pour résumer, ma recommandation aux commerçants, encore une fois, c'est déjà de commencer par ce qui marche bien. Ce qui marche bien statistiquement, on sait que ça fonctionne bien, donc aller se renseigner, ne pas hésiter à communiquer auprès de son acquéreur, de son PSP, sur comment je peux utiliser les exemptions existantes aujourd'hui, les exemptions TRA. Donc ça, c'est mon premier point. Ensuite, sur les demandes de challenge, aussi d'essayer de voir si en termes de parcours, sur notamment les paiements faits depuis des applications, tout fonctionne bien. Il y a des ajustements aussi à faire côté paramétrage technique avec les PSP, les acquéreurs, pour que cette redirection automatique se fasse et que je n'ai pas à naviguer entre différentes fenêtres, entre la page de bancaire et la page du commerçant. Il y a des choses qui existent et qui sont disponibles en 2.2 aujourd'hui et qui fonctionnent. Et d'ailleurs, on a, nous, chez Mastercard, demandé à l'ensemble de nos partenaires d'implémenter cette redirection automatique à l'ensemble du marché. Et ensuite, on en a parlé, Click2Pay. Je crois que Click2Pay, c'est vraiment notre vision aujourd'hui. C'est 100% de transactions tokenisées. C'est la tokenisation qui est un des leviers. Enfin, on utilise les standards industriels internationaux, les standards EMVCo. Je crois que la tokenisation en termes de sécurité apporte un plus. Un hacker ne peut pas faire grand-chose d'un token aujourd'hui, mais c'est surtout un levier important pour améliorer le taux de conversion, le taux d'approval rate, parce que la mise à jour des cartes, et chez Mastercard, on a aussi un service depuis 2018 maintenant de mise à jour des cartes automatiques, mais des tokens aussi, puisque aujourd'hui, finalement, tout service proposé à une carte physique doit être également adressé à une transaction tokenisée. Et aussi, bien évidemment, la lutte contre la fraude. C'est important aujourd'hui de renforcer ces dispositifs de lutte contre la fraude. De manière générale, le 3DS est une option, mais au-delà de ça, d'essayer de voir comment, effectivement, avec les données en tant que commerçant dont je dispose, Alexandre en parlait tout à l'heure, j'ai beaucoup de données en tant que commerçant, comment faire en sorte que je communique le plus possible également avec l'émetteur sur ces données-là, tout en respectant bien évidemment les aspects GDPR, pour faire en sorte de donner plus de confiance sur la transaction à l'émetteur pour accepter la transaction. Ça, c'est aussi une des dernières recommandations que je fais ici. Et une question, est-ce que les travaux en cours sur l'identité numérique, l'identité digitale, notamment au niveau Europe avec eIDAS, pourraient aider aussi dans cette partie frictionness ? Alors, ensuite, nous, ces sujets sur l'eIDAS, j'ai envie de dire que l'enjeu est le même. Finalement, ce qu'on veut en matière de vérification d'identité, c'est d'éviter à nos consommateurs de devoir revalider leur identité systématiquement. Et donc, on a parlé la vérification d'identité aujourd'hui. Nous, chez Mastercard, on a différentes solutions et dispositifs qu'on peut adresser et d'ailleurs qu'on propose à nos commerçants, tout comme à nos émetteurs, qui permettent justement de gagner du temps sur ces étapes-là, grâce à de la biométrie comportementale, à de la reconnaissance de device, qui viennent compléter, ça ne remplace pas bien évidemment le 3DS, mais qui viennent compléter, mais fluidifier, gagner du temps sur le parcours de paiement de manière générale, et ce, dès les premières interactions du consommateur dans son environnement digital, parce que la fraude se reporte bien évidemment en amont du paiement, et plus on est fort d'un point de vue gestion de la fraude en amont, dès les premières interactions du paiement, dès le login finalement, et mieux ce sera de manière générale pour la lutte contre la fraude. Donc on comprend également que un des points clés déterminants pour un commerçant pour mettre en place du frictionness, c'est déjà de s'équiper en outils de lutte contre la fraude. Raphaël, quelles seraient vos recommandations à faire au niveau des commerçants sur ce sujet ? Alors, le premier point, c'est évidemment d'internaliser cette gestion du risque pour pouvoir comprendre et pouvoir optimiser et savoir justement quel est mon trafic pour pouvoir être pertinent dans les demandes qu'on va aller faire aux différents acteurs. Et le deuxième point qu'on voit beaucoup et sur lequel on fait beaucoup plus partie vis-à-vis des marchands,
c'est la collaboration avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour un marchand. C'est-à-dire que c'est pas juste j'utilise la solution ou j'ai un acquéreur, j'utilise ce scheme-là, etc. C'est comprendre aussi chacun des leviers où les données que je vais pouvoir potentiellement envoyer qui vont être nécessaires, que ce soit les données, les informations, les accords qu'on peut mettre en place pour pouvoir maximiser avec chacun de ces différents acteurs. Et on le voit de plus en plus, on a des marchands qui nous introduisent dans des relations tripartites avec leur acquéreur, avec le scheme, pour dire ok, on a besoin de comprendre comment vous allez pouvoir aller optimiser, comment cet acteur-là va pouvoir aller gagner des points de conversion, on a besoin de pouvoir faire ça, est-ce que vous pouvez nous aider, est-ce qu'on peut envoyer ce type de données, est-ce que vous pouvez nous donner ces types de garanties pour qu'on puisse avoir ça différemment. Donc c'est le deuxième point, la collaboration. Le troisième point qui s'y oppose pas, qui pour moi est complémentaire, c'est d'avoir une approche holistique sur cette optimisation du paiement, qui est de se dire, c'est complexe, il y a pas mal d'acteurs, il y a pas mal d'innovations. Pour autant, on les traite de gré à gré avec le partenaire qu'on va avoir, avec son acquéreur, avec les différents schemes, les différents potentiellement moyens de paiement. Mais après, c'est comment on peut aller optimiser dans une logique globale. Et je reprends l'exemple d'Emmanuel par rapport au retry. Ça peut être d'envoyer un autre moyen de paiement, mais même ça peut être sur le moyen en carte credit card, debit card, d'aller l'envoyer avec une approche différente. C'est-à-dire que j'envoie du frictionless, j'ai un rejet, ça ne veut pas dire pour autant que si jamais je l'envoie en notification forte, elle ne va pas aboutir. Et donc de prendre vraiment dans cette globalité, d'une part avec les acteurs, mais aussi dans sa stratégie, de se dire la finalité, c'est d'aller gagner de la conversion, et donc comment je peux avoir une approche holistique qui met le tout. Et le dernier point, je fais écho au point de vue là, c'est mettre en place du frictionless, c'est une logique qui est quand même très monétique. Si on met ça en place, assurez-vous de protéger aussi les différents autres points d'attaque, parce que contrairement, il faut aussi avoir des effets de bord. Si vous êtes bien plus renforcé au niveau monétique, paiement, etc., donc gestion du risque et donc recherche de frictionless, on peut voir aussi des fois des déports sur, on va avoir une augmentation de 50% du nombre de retours abusifs parce que les gens ont beaucoup plus de mal à aller percer chez ce marchand dès lors qu'ils ont mis en place une stratégie monétique. On a des nouveaux sujets qui pourraient arriver prochainement, notamment dans le cadre de la DSP3. Alors c'est peut-être encore un peu tôt, mais c'est en train d'arriver. Est-ce que tu pourrais déjà nous donner quelques indications? On sait qu'il va y avoir des sujets par rapport à la partie client. Alors, s'agissant de la DSP3, si je ne me trompe pas, il y a une consultation qui va débuter à partir du 28 juin prochain, donc c'est bientôt. Bonne question, je ne sais pas ce qu'il y aura, tu as raison, dans cette DSP3, néanmoins on peut s'attendre, ça ne va pas être une DSP3 qui va, je pense, alléger le dispositif existant et qui, au contraire, va certainement le renforcer, et peut-être le renforcer sur les cas qui sont aujourd'hui pas couverts par la DSP2. Je pense notamment à tout ce qui est paiement, le paiement moto, ce qu'on appelle nous, c'est-à-dire tout ce qui est initié par un canal, par téléphone. J'appelle mon fleuriste pour lui dire tiens, fais-moi livrer un bouquet, puis je te donne mon numéro, puis il le saisit. Voilà. Ou sur les plateformes téléphoniques, ou alors les commandes par courrier. C'est ce qu'on appelle le paiement moto. Où là, clairement, la DSP2 ne s'applique pas, parce qu'on considère que ce ne sont pas des transactions électroniques. Donc peut-être qu'à emmener une DSP3 pour aller couvrir ce scope, puisqu'on se rend compte que les fraudeurs utilisent ce canal pour faire passer les numéros de carte qui sont compromises. Forcément, la fraude, elle se reporte sur le frictionless, mais elle se reporte là où il n'y a pas d'identification au sens large. Un autre canal qui aujourd'hui aussi subit de la fraude, c'est ce qu'on appelle les paiements dans le jargon EMIT. C'est tout ce qui est déclenché par le commerçant, où là, pareil, l'authentification forte n'est pas exigée. Donc, en 2018-2019, ce n'était pas envisageable de faire de l'authentification 3 Secure sur ce type de paiement. Là, maintenant, la technologie évolue et peut-être qu'on sera amené à mettre en place des contrôles supplémentaires ou du 3 Secure sur ce type de paiement. Bon, donc on voit bien que l'ensemble du domaine des paiements est en forte évolution. Alors, pour tous les commerçants qui souhaitent faire du frictionless, il y a plein de possibilités. Je pense que vous avez compris. Plein de possibilités d'en faire. Il y a de la TRA, il y a bientôt peut-être du click-to-pay, bientôt peut-être de la délégation d'authentification. Mais tout l'environnement passe déjà par un contrôle de gestion de risque et de ces transactions.
Donc plein d'actions possibles ou qui sont rendues possibles, de nouvelles qui vont arriver également. Donc merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant. Je vous propose de vous écouter maintenant, de répondre à vos questions. Bonjour à tous et merci pour ce panel. Je profite, je rebondis sur un de vos commentaires, Alexandre. Vous parliez de... on était en train de parler de la délégation d'authentification et vous disiez qu'au côté CB, on privilégiait la délégation pour l'instant bilatérale. Donc en fait, on privilégie les gros commerçants avec des banques. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, on ne pense pas de la délégation pour les plus petits commerçants ou que c'est imaginé d'une autre manière par la suite? Bonne question. Rien n'empêche un petit commerçant de disposer d'une solution d'authentification forte pour effectuer lui-même les obligations qu'auraient dû faire l'émetteur. Après, pour un petit commerçant, se doter d'une solution d'authentification forte qui répond à tous les standards et au même niveau de sécurité qu'une grande banque, ça a un coût. Il peut trouver un prestataire qui peut lui faire une solution chic et pas chère. Chez Carte Bancaire, j'en ai volontairement pas parlé, mais on a aussi un dispositif d'agrément des solutions d'authentification qui permet de s'assurer qu'une méthode est conforme, et puis ça permet d'être reconnu auprès de tous les émetteurs français. Mais on se rend compte qu'elle n'est pas simple à mettre en place. Des grands acteurs sont en cours de démarche pour entrer dans ce dispositif, mais de mon avis, il n'est pas à la portée d'un petit commerçant, mais plutôt à des grands acteurs. Voilà. Après, peut-être que dans le futur, le scheme ou la communauté des banques pourront mettre en place des solutions clés en main, plug and play, mais on n'en est pas encore là. Bonjour, Hervé Quinck. J'ai une question sur le coût. On parle de délégation d'authentification. On voit que de toute façon, on a déjà aujourd'hui des frais par transaction pour le commerçant. Qu'est-ce que ça veut dire et combien faut compter à peu près pour ce genre de service? Parce que si ça vient gréver ces transactions bancaires pour avoir un niveau de fraude plus faible, ça peut être au détriment de son business. Oui, alors je pense que la question de coût, aujourd'hui, on va déjà, c'est peut-être un peu tôt, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va déjà s'intéresser à la valeur et on va déjà s'intéresser à ce que la délégation d'authentification va apporter. On va avoir, on a déjà différentes expérimentations et encore un bon retour d'expérience, en tout cas au niveau européen. On commence à l'avoir également en France. Donc je pense qu'on a quand même un peu de temps devant nous sur lequel on va pouvoir déjà prouver de l'apport en fait de la délégation d'authentification d'un point de vue taux de conversion et frictionness. Et comme toute solution, finalement, si elle a de la valeur, la question de coût ne se pose pas vraiment. Je crois qu'on l'a dit, c'était le sujet aujourd'hui. Le taux de conversion est tellement un enjeu important aujourd'hui pour les commerçants que, c'est une option. Ça nécessite un certain nombre d'investissements pour tous, y compris pour nous, des schemes en tout cas. Donc, si on met en place des solutions d'authentification, ça a forcément un coût. Aujourd'hui, on est trop tôt pour en parler. Voilà, encore une fois, l'enjeu est vraiment déjà de faciliter le parcours de manière générale, le parcours de paiement, et de faire en sorte que finalement cette phase d'authentification soit passive et qu'elle soit transparente tout en étant conforme à la réglementation. Enfin, moi, je vais nuancer ou compléter en indiquant que les schemes font un travail, facturent les banques et le banquier répercute à son commerçant. Il n'y a pas de truc direct entre le scheme et les commerçants. Ça a un coût élevé, en très forte augmentation aujourd'hui. C'est ce que vous mentionnez, ce qu'on voit, qui n'est pas prêt de s'arrêter, je pense, et qui conforte ou qui confirme complètement que ça ne peut pas être quelque chose qu'on fait systématiquement, etc. Et c'est un peu là tout le sujet, c'est qu'il faut pouvoir avoir une analyse des datas qui permettent d'ajuster et de proposer le bon dispositif avec un coût et qui va permettre de supporter ce coût globalement. Mais il faut être très clair, les transactions d'e-com, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher que des transactions de proximité. Donc la problématique du coût et du coût du paiement globalement de la transaction, je pense que dans un contexte de marge tendue, d'inflation, etc., est un vrai questionnement.
Je pense que d'avoir un réseau français percutant est aussi une bonne réponse. Et peut-être pour compléter, moi, ma recommandation, c'est plutôt que de dépenser beaucoup dans des solutions d'authentification déléguée, c'est aussi d'investir dans les solutions de lutte contre la fraude qui seront valorisées in fine dans la chaîne de paiement auprès de l'émetteur. Et chez Carte Bancaire, nous avons d'ailleurs un programme qui s'appelle le Risk Merchant, qui récompense les commerçants vertueux en termes de lutte contre la fraude. Et ce programme vise à leur accorder un objectif de 100% de frictionless, lorsque la dérogation peut s'appliquer. Donc nous, on est plutôt sur capitalisons sur la lutte contre la fraude et faisons baisser le coût pour tout l'écosystème. Ouais, et pour rebondir, ce programme est très plébiscité, il est mis en place, il est mis de manière proactive quand on a des commerçants. Et il y a un certain nombre c'est très facile à faire et ça fonctionne très très bien. Donc je pense qu'en termes de coûts, il y a vraiment un panel ou un assortiment de solutions et de coûts associés qui nécessitent quand même un peu d'analyse et un peu de réflexion et de conseils. Je pense que l'autre point aussi, c'est que on voit bien, c'est pas qu'une problématique de banque acquéreur, c'est une problématique de banque émetteur aussi, puisque à la fois la donnée, les stratégies, la manière de faire sont très liées aux banques émettrices, et donc c'est pour ça aussi qu'on est sur des logiques qui restent un peu domestiques quand même. Et peut-être pour compléter, alors, avec un apport empirique, nous, ce qu'on peut voir, c'est les marchands qui sont particulièrement intéressés par cette approche d'authentification déléguée. C'est ceux qui, déjà, ont suffisamment de volume, parce qu'en effet, il y a un coût de production, mais c'est aussi, ça va être sur des paniers moyens assez élevés, parce que justement, il faut potentiellement absorber cette notion de coût. Et donc, se dire, OK, parce qu'il y a aussi d'autres contraintes auxquelles ils vont faire face. Si jamais je fais une commande à 2000 €, il peut avoir, c'est pas que lié à la fraude ou que lié un problème sur le circuit de paiement, mais il y a aussi le fait que est-ce que ma carte elle va bien m'autoriser, enfin toutes les notions de plafond. Et donc se dire, si jamais je contrôle un peu plus, est-ce que je vais avoir la capacité d'aller chercher sur ces transactions-là. Et je rejoins aussi le point sur le fait de dire, ce ne sera pas pour toutes les transactions, enfin du moins en tout cas nous c'est comme ça que c'est perçu, c'est une corde supplémentaire aux outils qui peuvent être utilisés. Il y aura le frictionless, il y aura l'autorisation déléguée, parce qu'il faudra aussi prendre en compte les acteurs de la chaîne, comme les émetteurs. Tout le monde ne sera pas on va dire, prêt à l'accepter, et donc c'est prendre en compte ça aussi dans son approche. Et on a le même retour que toi, hein, c'est à date en France, il n'y a pas encore un engouement des émetteurs à le mettre en place, donc c'est plus, je pense, 2-3 acteurs qui sont en train de regarder, et l'effet de bord arrivera à posteriori. Mais finalement, l'histoire du coût, comme ça a été précisé, et avec vos différentes réponses, l'enjeu n'est pas vraiment le coût, mais plutôt la conversion qu'il y a derrière et le chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, on a pu accompagner un grand acteur du commerce au niveau du marché français qui a hésité à mettre en place un outil de lutte contre la fraude, parce que du coup, il y avait directement le coût direct qui était vu. Sauf que derrière, on a pu lui montrer qu'en faisant ça, ça allait pouvoir améliorer son taux de conversion. Ce qui a été clairement le cas. Et il y avait de la fraude, on en a parlé, il y avait de la fraude, mais il n'avait pas de chargeback, mais il y avait de la fraude du côté émetteur, il n'était pas au courant, son taux de conversion était mauvais, aux alentours de 75%, c'était pas bon. Et il cherchait à optimiser, il n'y arrivait pas. Donc on lui a fait prendre conscience que comme ces transactions n'étaient pas scorées avant, les émetteurs n'avaient pas confiance, ça a impacté son taux de conversion, et donc son chiffre d'affaires. Donc très vite, on a pu montrer l'intérêt de le faire, et je sais que maintenant, il est passé il avait à peu près 25% de fraude émetteur, donc pas pris par le commerçant, mais par les émetteurs. Il est maintenant, 0,25, pardon. Vous aviez rectifié. 0,25, ce qui est énorme, hein, puisque les montants au niveau de la TSP2, c'est 0,13 au maximum. Donc 0,25. Et là, il y a quelques mois, quelques semaines, il a pu me confirmer que maintenant, il est descendu à 0,05. Côté émetteur, donc les bénéfices fraude ne sont pas pour lui, c'est pour l'émetteur ou les émetteurs. Par contre, grâce à ça, il a pu commencer à travailler sur l'amélioration de son taux de conversion. Et là, ça a fait exploser son chiffre d'affaires, dans le bon sens. Il est passé de 75% de taux de conversion à déjà 92%. Donc vous imaginez derrière la rentabilité qu'il peut y avoir. Donc c'était loin d'être évident pour le commerçant,
Donc du coup, la question du coût, elle est vraiment à mettre en corrélation avec tout le bénéfice qu'il y a derrière, les parcours clients fluidifiés, le taux de conversion, et donc du coup le chiffre d'affaires que cela génère. Et peut-être que ça coûte un peu, mais si ça rapporte beaucoup plus, pourquoi se priver? Ça vaut le coup d'y aller. Moi, j'ai une question par rapport à ce qu'on observe du fait que la fraude se déporte beaucoup sur de l'ingénierie sociale. Ça fait qu'on se retrouve avec des transactions qui ont été authentifiées par la personne, mais parce qu'elle a été dupée, soit par voilà, des appels. Et ce qui fait que ça a créé un peu une zone de flou de comment gérer ces transactions qui sont bien authentifiées par la personne, mais qui se rend compte après qu'elle n'aurait pas dû les authentifier. Et qui est victime en fait d'ingénierie sociale. C'est quoi votre vision dessus? Est-ce qu'il y a cette volonté de reconnaître finalement que même si elle a été authentifiée, c'est pas sa faute et c'est bien, elle devrait bien être remboursée par son émetteur, ou est-ce que c'est plutôt de s'assurer que on a des outils de lutte contre la fraude qui te permettent de lutter contre ces nouvelles formes de fraude pour protéger les consommateurs de ces nouvelles actions? Je peux prendre la première partie de la réponse, qui est comment adresser potentiellement, et nous on travaille avec le marchand sur la partie est-ce qu'il faut les rembourser autres, ça c'est pas du tout de nos ressorts, c'est plutôt du côté des banques. Nous, le travail au niveau du marchand, et c'est justement de les aider à optimiser. Ces nouveaux cas d'usage, il y a une palette de cas d'usage et chacun peut être adressé différemment. Il y en a, ça va être cette ingénierie sociale, elle va être faite de manière physique. Là, évidemment, si jamais il n'y a pas d'interaction forteur, nous, on ne va pas pouvoir être impliqués. Il y en a qui vont être faites à l'insu de la personne ou sans s'en rendre compte, elle va être juste repersonnalisée. Donc ça, c'est un autre cas qui peut être adressé différemment. Et après, il y a aussi toute cette zone aussi un peu d'ombre. C'est comment la personne va se retrouver. Est-ce que on lui demande de faire? Et là, il y a presque un côté juridique sur la responsabilité, sur les différentes personnes. Qui, je pense, qui dépasse le cadre des acteurs soit technologiques, soit bancaires, et qui doit être pris en charge par des organes plus larges. Peut-être juste en complément, vous le savez qu'il y a une modification réglementaire qui va en discussion aujourd'hui, qui agite un peu tout le monde, en particulier les banquiers, qui visent à protéger davantage les consommateurs. Donc évidemment, tout le monde s'inscrit là-dedans, de pouvoir protéger davantage les consommateurs, ça c'est bien évident. La limite et celui qui paye au final est quand même assez structurante. Mais on y va. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence une fois que les choses et les barrières, les frontières auront été fixées et les seuils? C'est exactement ce que disait Arnaud tout à l'heure, c'est que ça va entraîner une modification du scoring, non pas côté commerçant, mais côté émetteur, qui va regarder que sur tel ou tel site, il y a un peu plus, et donc renvoyer un score moins bon, et donc par ricochet, évidemment, un moins bon taux de conversion. Donc on va y aller, mais tout ça se fait par étapes. Donc on va passer d'abord par une étape où les banques vont râler parce qu'elles vont devoir rembourser les consommateurs. La fraude ne va pas s'arrêter parce que comme les consommateurs sont remboursés, c'est très bien. Et puis après, il y aura un certain nombre d'ajustements. Je pense que c'est ça qu'on va. Et de toute façon, c'est la vie. Malheureusement, on est dans un système qui bouge tout le temps. Et ça sera ça. Puis après, il y aura autre chose. Et puis voilà. Donc il faut faire avec. Je pense que on ne peut pas... la protection des consommateurs est l'ambition première de notre régulateur. Je pense qu'on ne peut que s'inscrire là-dedans et faire en sorte que cette confiance digitale soit améliorée et ça y contribuera évidemment fortement. Alors la toute dernière question, et ça tombe bien, du commerce. Oui, bonjour, Bertrand Mercatel. Pour compléter ton propos, effectivement, ce n'est pas des consultations qui sont en cours. Il y a une publication de l'OSMP qui précise notamment les moyens de remboursement, un certain nombre de recommandations, c'est le terme, pour que les banques remboursent plus rapidement les clients abusés par ce type de fraude. Donc ça, c'est effectivement sur le site de l'OSMP. C'est disponible en ligne et c'est public. Alors effectivement, le travail est plutôt du côté des émetteurs et des banques. Deuxième point, moi sur la délégation d'authentification, je voulais revenir sur des annonces récentes que j'ai vues passer sur LinkedIn ou autres.
des acteurs intermédiaires, hein, ça va être les PAT, hein, qui sont aussi acquéreurs. Hein. Il y a un certain nombre de grands acteurs internationaux, je pense à la Diane, je pense à Stripe, qui annoncent de la délégation d'authentification pour les marchands qu'ils gèrent, enfin, qui sont clients chez eux. Donc je voulais savoir si vous avez un point de vue là-dessus. Côté acquéreur, ça fait une grosse concurrence parce que ces acteurs-là vont forcément drainer des commerçants avec ces solutions et peut-être ça mutualise, hein, pour revenir au coût, les charges liées à la délégation d'authentification. Alors, enfin, je pense que les Eskimos ont des choses à dire. Côté acquéreur, effectivement, on est dans des logiques assez différentes et assez efficaces, hein, de ces acteurs-là, qui, depuis qu'ils sont sur le marché, mettent en avant ce sujet de fraude comme un élément de différenciation, etc. Ce qu'on constate, nous, c'est que pour beaucoup, ils travaillent plutôt avec des réseaux internationaux et pas des réseaux domestiques. Quand même, toujours aujourd'hui, quand on regarde marchand par marchand, les taux de conversion sont meilleurs en France pour les raisons des émetteurs. Ils restent significativement meilleurs. Alors ça agace un peu, mais c'est la vie de la concurrence. Et ça reste un élément de différenciation. Donc je pense que c'est des bonnes réponses. Je pense qu'ils ont une technologie assez efficace. Je pense qu'ils drivent le marché, donc ils nous font courir un peu plus vite. C'est pas mal. Et ça reste, je pense, des messages très forts. En fait, c'est des... ils ne font que dire en premier ce que tout le monde va dire bientôt, je pense. Donc la méthode, ils adressent un besoin qui est commun. La méthode et la solution est peut-être un peu différente, mais évidemment, on va répondre. Merci à tous. Merci Dunia, Raphaël, Emmanuel, Alexandre. Merci beaucoup. Merci à tous. Très bonne journée. Merci beaucoup.